Spider-Man 2 s'ouvre sur une cinématique de PlayStation 2, mais avec des beaux dessins qui résument le premier film. Oui, c'est un résumé dans un résumé, donc... Peter nous parle encore de la fille de ses rêves dont le visage est affiché sur un panneau très mal incrusté dans le fond. Sans déconner, je peux faire ce genre d'effets spéciaux en 10 minutes sur After Effects. On retrouve donc notre héros dans la ville de New York, ses immeubles, ses pizzas, ses conducteurs... Une journée normale pour un livreur Deliveroo. Être Spider-Man empêche Peter de faire son travail correctement, et il est renvoyé par un pizzaiolo qui prend quand même le temps de lui annoncer tous les thèmes du film. Pour faire simple, toute l'introduction nous montre comment être Spidey ruine la vie de Peter. Il perd son boulot, il est humilié publiquement par JJJ, qui reste le putain de meilleur, il a des galères d'argent, il rate ses études... Regardez, ça c'est le Dr Connors. C'est un personnage important, si jamais la franchise arrive à son 4ème film. On me fait signe que non. Peter prépare une dissertation sur le docteur Otto Octavius, clin d'œil. Quand il rentre chez Tante May, celle-ci lui fait une surprise avec MJ et Harry pour son anniversaire, qu'il avait oublié. Signe ultime dans la fiction qu'un personnage déprime. Et 30 secondes chrono avant que Harry ne ruine l'ambiance avec son obsession pour Spider-Man. Vraiment la pire personne. Puis il encourage Peter à tenter sa chance avec MJ alors que c'est son ex. C'est... sympa. Et il lui propose de rencontrer Octavius parce que Scorp finance ses expériences. C'est vraiment sympa. Non c'est bon, il est reparti en mode psychopathe. Après la fête, Peter découvre que Tante May a des problèmes d'argent et risque de devoir hypothéquer sa maison. Mais celle-ci insiste pour lui donner un billet de vin et il y a de la poussière dans l'air, non? Peter parle avec MJ, prétendant encore ne pas l'aimer, mais la tension entre ces deux personnages est plus dense que le squelette de Wolverine. MJ lui annonce alors qu'elle a un crush sur quelqu'un d'autre. Le saviez-vous? Le terme crush vient de la façon dont le cœur de Peter est écrasé par cette nouvelle. Peter rentre dans son appartement, se fait bolosser par son propriétaire, et on découvre dans quelles conditions il vit. Franchement, selon les critères parisiens, ça passe. Il y a même vu sur l'Empire State Building. Et toilette sur le palier. Harry présente Peter à Octavius, ce qui est le genre de choses que font les bons amis. Non, un bon ami avec autant d'argent laisserait Peter habiter dans son gigantesque manoir, ou au moins garder l'appartement qu'il partageait dans le premier film. Harry est la pire personne, je ne changerai pas d'avis. Les deux génies commencent à parler scientifiquement en suivant un script qui n'a clairement pas été écrit par un scientifique, mais on comprend l'idée. Fusion nucléaire, mini-soleil, absolument aucun risque. Otto Octavius est un homme intelligent et gentil avec une femme aimante et parfaite, ce qui veut dire, selon les règles de la fiction, qu'elle ne survivra pas le premier acte. Il conseille à Peter de se mettre à la poésie pour avoir la femme de ses rêves. Peter commence donc immédiatement à lire de la poésie et Roméo et Juliette, ce qui est un très mauvais exemple à suivre au niveau romance. Peter essaye d'aller voir la pièce de MJ, mais il est interrompu par le crime. D'ailleurs, petite note, je suis jamais allé à New York, mais à cause de ce film, je suis persuadé que les New-Yorkais conduisent vraiment dangereusement, parce que ces courses-poursuites ne semblent choquer personne. Il arrive finalement en retard, et Bruce Campbell, qui a quitté sa carrière d'annonceur de catch pour devenir portier dans un théâtre, l'empêche d'assister à la pièce. Oh, un zoom moche. Peter attend MJ dehors, mais son nouveau petit copain arrive. Le tisseur s'en va par les airs, perturbé par la compétition avec un autre homme, et d'un coup, il est incapable de lancer ses toiles. Ceci n'est pas une métaphore du tout. Peter commence à perdre ses pouvoirs, et on se demande vraiment pourquoi. Dommage que le film soit si subtil dans sa symbolique. Le jour de l'expérience d'Octavius arrive. Une expérience scientifique au début d'un film, aucun risque. Pour détendre l'atmosphère, il fait une petite blague sur l'argent et Harry semble confus, ayant du mal avec le concept simple d'avoir besoin d'argent. Pour manipuler le soleil en fusion, Octavius s'est fabriqué des tentacules mécaniques dotés d'une intelligence artificielle, mais heureusement cette petite LED nous indique qu'elles ne peuvent pas prendre le contrôle de son cerveau. Il utilise du scénarium pour lancer la fusion et oh, c'est Jean de Lost. L'expérience fonctionne et c'est un succès fulgurant. Au revoir femme du vilain tragique. Au revoir puce inhibitrice. Au revoir premier acte. Peter sauve la vie d'Harry qui réagit plutôt bien. Et Octavius est emmené à l'hôpital dans une scène qui nous rappelle que Sam Raimi s'est fait connaître comme réalisateur de films d'horreur. Voilà, donc si vous l'avez pas, ça c'est une référence très subtile à la trilogie Evil Dead. Otto massacre les docteurs et... Ok Vador, dans la ville de New York où il fait bon être piéton, Otto trouve une de ces ruines abandonnées qui pullulent dans les métropoles. JJJ essaye de lancer le MCU, Doctor Strange, take it. mais il se contente de nommer notre vilain, le docteur Octopus. Peter est engagé par Jameson pour prendre des photos à une soirée. Ok, mais vous pouvez faire le même. Il y a une transition vague chelou et on retrouve Octavius en plein dilemme avec ses tentacules, ce qui sonne bien plus japonais que je ne l'aimerais. Et cette scène me rappelle que dans les années 2000, tous les méchants étaient Gollum. Faut croire que la plus grande phobie à l'époque, c'était la bipolarité. Il est convaincu de reprendre son expérience, mais il lui faut de l'argent. Comme c'est un homme bien, il décide d'aller voler une banque, symbole de la prédation des classes bourgeoises sur le peuple, afin de financer son projet d'énergie économique et écologique qui profitera à tous et... Ah non, on me signale que c'est méchant, parce que c'est pas gentil. Je note. En parlant du peuple, Peter accompagne Tante May à la banque et est-ce que Jeff Winger est leur banquier? Est-ce que Community fait partie du même univers que Spider-Man? Est-ce que j'ai une troisième chose à énumérer? Octavius attaque la même banque au même moment parce que le scénario et Peter part en courant, laissant sa pauvre tante avec Jeff Winger. Et cet agent de sécurité est clairement mort. Comme dans toutes les banques de la réalité véritable et réaliste, celle-ci contient des gros sacs remplis de pièces d'or. Ah, on me fait signe que j'ai confondu la réalité et les BD de Picsou. Bref, Otto essaye de voler de l'argent, la trahison de classe de Spidey lui cause des problèmes de performance, et le méchant s'enfuit avec Tante May, parce que le scénario
scénario. D'ailleurs, on notera que Tante May a bien entraîné le haut du corps pour s'accrocher comme ça à un parapluie. Tante Biceps, ouais. Un caméo de Stanley plus tard, et Spidey refait le saut lance-pierre du premier film, mais avec des meilleurs effets spéciaux. Octopus essaye de le tuer, mais Tante Biceps l'arrête. Et attention, ça va très vite, un plan underboob de figurante gratuit au possible. Est-ce que ce film a éveillé ma sexualité en 2004 ? C'est la soirée où Peter doit prendre des photos, et la vie lui chie tellement dessus qu'il n'a même pas le droit à un petit four. Harry est présent et se bourre la gueule au champagne sous prétexte qu'il est ruiné. Sache mon cher Harry que si tu te bourres la gueule au champagne, tu n'es pas encore si ruiné. Peter découvre que le copain de MJ n'est nul autre que le fils de Jameson et un astronaute, soit juste en dessous de Spider-Man sur ma liste de métiers que je veux faire quand je serai grand. C'est moi ou il a des airs d'Andrew Garfield ? Peter essaie de se réconforter avec un canapé, mais bordel, laissez-le au moins avoir un petit four, une gougère, une petite knacky ball dans de la pâte feuilletée. Il tente de séduire MJ avec de la poésie, ce qui ne marche pas. Otto a menti, il était méchant depuis le début. Mais il réussit à attraper un cocktail et il est vide, monde cruel. Si cruel que l'astronaute annonce avoir demandé MJ en mariage, ce qui finit de pousser Peter en Spider-dépression. Ses pouvoirs le lâchent et il décide de parler avec Oncle Ben dans sa tête. J'en ai marre d'être Spider-Man. Un grand pouvoir. J'ai 30 ans et je suis puceau, Oncle Ben. Oh. Peter jette son costume et abandonne la vie de Spider-Man. Tout s'arrange alors plus ou moins. Il redevient le gros naze qu'il était, mais il est heureux, comme nous l'indique cet immonde arrêt sur image où il sourit. Dégueulasse. Il peut même aller voir MJ jouer dans sa pièce, et il tente de la reconquérir alors qu'elle est fiancée. Jameson récupère le costume de Spider-Man et jubile, pendant que Ned est dévasté. Spider-Man n'est plus, et Peter retourne voir Tante May pour lui avouer qu'il est responsable de la mort de l'oncle Ben, et c'est dingue la poussière ici, franchement. Pendant ce temps, chez Harry Osborn, Otto vient demander à avoir un peu plus de scénarium pour son expérience, et Harry accepte de lui donner en échange de Spider-Man. Puis il demande à Octavius de ne pas blesser Peter. Putain. En se baladant dans la rue, Peter tombe sur un immeuble en flammes, et je réalise qu'à cause de ce film, dans ma tête, il y a toujours au moins un incendie en cours dans New York. Sans ses pouvoirs, il décide d'aller sauver une petite fille, et c'est une de mes scènes de super-héros préférées, alors j'ai même pas de blague à faire. Malheureusement, sans qu'il ne le sache, quelqu'un était bloqué au 4e étage et est mort dans les flammes. Comme Peter a trop lu Shakespeare, il fait un monologue à sa fenêtre quand sa voisine vient lui rendre visite. Elle lui propose alors du gâteau. Je veux une voisine comme ça. Nique les petits fours de la bourgeoisie. Nourrissons-nous de gâteaux au chocolat du peuple. En parlant du peuple, Tante May doit revendre sa maison, et elle dit à Peter qu'elle le pardonne, et je vais aller passer l'aspirateur parce que ça commence à faire beaucoup de poussière là. Tante May fait un petit discours sur l'héroïsme qui motive Peter à reprendre la vie de Spider-Man, mais non. Pendant ce temps, MJ prépare son mariage avec son fiancé qui, autant qu'on puisse le dire, a l'air vraiment sympa et amoureux. Elle tente le baiser inversé avec lui, mais ça marche nettement moins bien sur un canapé que dans une allée sombre. Du coup, elle accepte de prendre un café avec Peter, prête à lui donner une chance, mais comme celui-ci a décidé qu'il allait redevenir Spider-Man, il lui refait le coup de la fin du premier film. Tu te fous de ma gueule. Elle lui demande de l'embrasser, désolé pour le fiancé, mais le scénario est de retour. Les gens conduisent vraiment n'importe comment à New York. Doc Ock kidnappe MJ et Peter émerge des décombres, prêt à botter des culs. Mais il prend quand même le temps de calligraphier un joli petit message pour Jameson avant de récupérer son costume. La scène d'action suivante est sans doute la plus iconique de toutes les scènes d'action de super-héros. Y a pas de blague, c'est une scène de ouf. On notera que même les transports en commun ne sont pas sûrs à New York. Le jour où je pourrais y aller, je vais mourir. Octopus arrache le levier du frein et laisse Peter se démerder. Une mini-explosion brûle son masque pour qu'on puisse voir son visage lors de la grosse scène d'action. Ah ouais, ça valait le coup. C'est la tête que je fais après avoir mangé trop épicé. Ou pendant l'amour. Ou après avoir mangé trop épicé pendant l'amour. Oh, des muscles en mousse. Peter arrête le train et est porté par les passagers dans une symbolique subtile à souhait. Jésus! C'est Jésus! Ceux-ci s'étonnent de voir le visage de Peter. Du calme, il a 30 piges. Ils promettent de ne rien dire, ce qui ne vaut pas grand-chose, et Peter est donc obligé de tuer tous les témoins. Heureusement, Doc Ock l'interrompt et le capture. Transition araignée! Il livre Spidey à Harry et récupère son scénarium. Pourquoi il est entouré dans du barbelé? Harry retire le masque de Spidey, prêt à le tuer, mais quand il découvre que c'est Peter, il est incapable de le faire. Mais enfin... Sous le choc, Harry lui demande pourquoi il a tué son père, ce à quoi Peter répond qu'il y a des choses plus importantes. Octopus ramène le scénarium dans son repère, où il garde MJ attaché et complètement trempé, et oui, ce film a clairement éveillé ma sexualité. Heureusement, Spidey est là. Comment a-t-il su où aller? Très bonne question. Alors en fait, oh non, regardez, Octopus a lancé sa fusion nucléaire. Les deux ennemis s'affrontent, et Spidey prend le dessus sur Doc Ock. Mais MJ va se faire avaler par le mini-soleil. 2 secondes, je dois taper le méchant. Il sauve MJ au dernier moment, mais Octopus se redresse et reprend l'avantage. Heureusement, Mary Jane intervient et... J'ai rien dit. Spidey réussit à arrêter Octopus en le faisant transpercer des câbles électriques, ce qui est logique. Des bras métalliques conduisent l'électricité. Du coup, pourquoi ça l'avait pas affecté dans la scène de l'hôpital? Très bonne question. Alors en fait, oh non, regardez, même débranché, le mini-soleil ne s'éteint pas. Et regardez-moi ça, ils ont pas d'auto-école à New York, c'est pas possible. Pendant que les bras d'Otto sont KO, Peter lui ressort son discours ainsi que celui de Tante May. Le docteur reprend le dessus sur les bras mécaniques et décide de se sacrifier pour éteindre le mini-soleil en le plongeant dans le fleuve. Car ce film n'a vraiment pas été écrit par un scientifique. Au même moment, MJ découvre que Peter est Spider-Man. Mais c'est alors que danger de mort!
Peter rattrape le mur et MJ décide de chiller tranquille par terre au lieu de s'enfuir. Notre héros lui fait quand même sa déclaration d'amour pendant qu'Octavius se met sous son mini-soleil pour le couler. Je déteste vivre! Le mini-soleil plonge sans faire s'évaporer l'eau dans une explosion de vapeur, et Spidey emporte MJ en accrochant sa toile à un nuage, je suppose. Peter tisse une jolie toile pour permettre à MJ de prendre une pose sexy. Oh mon dieu, mais je suis en train de comprendre tellement de choses sur moi-même. Oui, ça se voit que c'est des câbles avec du fil plastique enroulé autour. Peter dit à MJ que c'est trop dangereux d'être ensemble, puis il la fait descendre au sol avec une toile, ce qui est super long et super con. Pourquoi il la dépose pas juste avant de repartir? Le fiancé de MJ, qui est monté dans la voiture de police tellement il s'inquiétait, court la rejoindre. C'est vraiment un mec bien. Peter remet son masque, ce qui veut dire qu'il avait vraiment zéro excuse pour ne pas juste déposer MJ par terre, et il s'enfuit dans la nuit. Pendant ce temps, chez les Osborn, Harry est tourmenté entre sa haine de Spider-Man, qui, il le pense, a tué son père, et son amitié envers Peter. Ce qui est compréhensible. Il découvre ensuite la cachette du bouffon vert, sa tease plus qu'un étudiant en soirée d'intégration. Le film se termine sur le mariage de MJ avec un gars super, je suis grave content pour eux. Ah, t'as le pauvre. Ayant clairement mal interprété la fin du lauréat, MJ court dans sa robe de mariée pour rejoindre Peter, qui devrait vraiment apprendre à fermer sa porte. Elle lui dit qu'elle a conscience des risques, mais que Peter ne peut pas faire ses choix pour elle. Et ils s'embrassent. Mais une sirène les interrompt. Mary Jane sort sa catchphrase des comics. Go get him, Tiger. Et Spidey s'envole dans New York avec des hélicoptères de PlayStation et des petits drapeaux américains. Mais le film se termine sur MJ, qui regarde par la fenêtre en souriant, et l'image fond vers le noir tandis que son sourire s'efface. Et y a toujours pas de scène post-générique car nous sommes encore dans le monde d'avant. Fin.